Vous avez suivi tout à l'heure la chronique culture de Stanislas Benoukoamoa qui s'est intéressé aux différents décès que l'on enregistre ces derniers temps dans le monde culturel. Nous allons donc poursuivre la réflexion sur la causerie de ce mercredi avec un plateau des gens que vous connaissez puisqu'ils sont populaires. Ce sont des acteurs du monde culturel. Je vous présente celui que vous connaissez très bien qui vient sur cette émission tous les jours, Pasteur Zad, mais à l'état civil, Anissé Adanzouno. Bonjour. Oui, bonjour, j'écoute. Artiste, comédien, merci de répondre à notre invitation sur la causerie. Merci. Vous connaissez aussi Gildas Lantonkpodé, bonjour. Bonjour, Willy Christ. Vous êtes journaliste culturel, vous êtes directeur de Canal 3 Mboa et vous présentez des émissions culture. On ne vous présente plus, vous êtes une figure emblématique de la télévision. Merci. Et vous connaissez, vous faites même les artistes. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir. Voilà, le plaisir partagé. Et puis, celui qui vient juste de livrer la chronique culture de ce mercredi, Stanislas Benoukoamoa. Merci d'être là, Stanislas. Merci beaucoup. Vous êtes aussi animateur culturel puisque vous présentez d'ailleurs des émissions culturelles le week-end par exemple sur ETélé. Ensemble, nous allons réfléchir un peu sur la vie de nos artistes. Gildas Lantonkpodé, vous faites les artistes, je l'ai dit tout à l'heure, et certainement connaissez-vous Kofi Gaou. Que pouvez-vous nous dire sur lui? Je pense que c'est un artiste au complet. Quand on parle de Kofi Gaou, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à son métier, à son secteur, qui est bien entendu le théâtre, la peinture, le graphisme. C'est un artiste au complet tout simplement. Il fait son travail avec beaucoup de passion. Moi je me rappelle, ça fait bon nombre d'années, on était encore très jeunes quand on le voyait sur nos écrans de télévision. Et cette figure qui est restée telle, qui a fait, je dirais, le tour du monde, toujours consacrée à son métier, à son art, je pense quand même que c'est une grosse perte quand on parle de disparition de Kofi Gaou, parce que qu'est-ce que la relève nous propose aujourd'hui? Nous savons que nous avons des talents, mais est-ce qu'il y a des gens toujours aussi passionnés? Est-ce qu'il a eu le temps de former une génération? Est-ce qu'elle a eu le temps de passer la main, comme on le dit généralement? Donc pour moi, c'est trop tôt, Kofi Gaou, parce que c'est quelqu'un qui a encore de l'énergie à revendre, quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à donner à la nation. Très bien, Anissé Adanzouno, vous l'avez fréquenté, vous l'avez côtoyé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet homme? En fait, c'est de l'émotion. Moi, je suis son assistant. Je ne l'ai pas côtoyé. Je suis son assistant. Oui. J'ai passé près de 10 ans avec lui. J'étais avec lui avant qu'il ne parte, parce que le vendredi, on a travaillé. On est sur un grand projet pour le 30. Et le samedi nuit, il a eu la crise, et le dimanche, voilà, on a annoncé. Je fais partie de ceux-là qui ont annoncé sur la toile que Kofi Gaou est parti. Je ne dirai pas la même chose que lui, parce que tout ce qu'il dit là, c'est tout ce que les gens voient. Moi, je dois aller au-delà. Oui. Je dois aller au-delà pour marquer un peu la différence, comme je sais bien le faire. Voilà. Vous savez, mon coup de gueule par rapport à la mort de Kofi Gaou, c'est le fait de voir les mêmes personnes qui témoignent aujourd'hui, qui feront peut-être l'hommage, mais il a refusé. Mais ceux-là qui ne l'ont pas accompagné pour des objectifs clairs. Parce qu'en matière de formation, Kofi Gaou l'a fait. Oui, mais avant d'en arriver au coup de gueule, est-ce que vous avez l'impression que Kofi Gaou était cet artiste passionné, comme il a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il représentait en privé pour ses collaborateurs? Est-ce qu'il était ouvert? Est-ce qu'il aimait partager ce qu'il savait? Comment est-ce qu'il était en matière de collaboration? Ce combattant que vous appelez Kofi Gaou, comme on a l'habitude de l'appeler, il était tout pour les artistes. Je dis tout pour les artistes parce que non seulement il était ouvert, c'est vrai que c'est un monsieur à gang-gueule, c'est-à-dire quand il se met en colère, quand il parle, tu vas penser qu'il est révolté, ceci, mais il est révolté parce que quand il veut un résultat et qu'il n'a pas ce résultat, c'est normal en tant que père de famille de crier. Mais Kofi Gaou était tout. Le statut de l'artiste actuellement qui est sur la table, qu'on doit homologuer pour permettre à un artiste de ce pays d'être un artiste, d'être reconnu par l'État, on lui doit ça. On doit ça à Kofi Gaou. On doit plein de trucs à Kofi Gaou. Aujourd'hui, par exemple, Kofi Gaou, après 50 ans de carrière, se demande, mais pourquoi quand je vais dans le bureau, on me demande, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce pour que tu es un artiste? Actuellement, par exemple, on est en train de faire un marché, on travaille sur un marché par rapport au marché du Bénin. C'est-à-dire, le consommation local a disparu
du réseau national. Ce qui fait que l'artiste ne vit plus de son œuvre. Or, un artiste doit vivre de son œuvre. Celui qui réfléchit dans ce sens, je peux dire que ce qu'il fait par rapport aux artistes est au-delà. Voilà. Il collabore, mais par moment, je ne suis pas là pour dire il est parfait. Non, lui n'est pas fait. Mais par moment, c'est vis-à-vis, ses compères, en fait, ses confrères, sa famille artistique ne l'accompagne pas. Pas parce que il est mauvais, parce que ceux qui sont en face de lui ne sont pas véritablement des artistes. Bon, vous revenez encore sur eux. Là n'est pas vraiment l'objectif de cette causerie. Stanislas Benoupa, moi en tant qu'animateur culturel, vous côtoyez aussi ces acteurs culturels. Et on l'a dit tout à l'heure, Kofi Gaou appartient à une génération un peu évoluée, avec des Guy Osito Midioran, professeur titulaire au département des lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi, qui, à l'occasion de ce décès-là, s'est prononcé. Ces cadres-là, on les entend très peu dans ce pays. Est-ce que ça traduit tout ce qu'ils représentent en termes d'expérience culturelle? Oui, vous avez la réponse à votre question à travers justement toutes ces déclarations-là. Et parmi le flot de déclarations, j'ai pu noter deux qui ont retenu mon attention. Celle d'abord de M. Kwaozoti, Florent Kwaozoti, écrivain qu'on ne présente plus justement, homme de lettres, et justement du professeur Guy Osito Midioran. Et je crois que quand ces personnalités-là en arrivent à dire des tests, à faire des messages sur un homme qui vient de partir, il y a de quoi reconnaître que celui-là a été vraiment un baobab dans le monde culturel béninois. J'avoue que moi, je n'ai pas côtoyé l'artiste, mais je l'ai connu à travers les écrans de télévision. J'ai suivi un peu son œuvre sur les écrans, peut-être quelques fois où j'ai assisté à quelques-unes de ses prestations sur scène, mais pas plus que ça. Mais je retiens quand même fondamentalement, au vu de son parcours, au vu de tout ce que j'ai vu, que c'est quand même quelqu'un qui a marqué le monde culturel béninois. Et pour aller plus loin, j'ai mené ma petite recherche dès lors que j'ai su la nouvelle. Oui. Et vous savez qu'en matière, sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui est assez fourni. Hein. Vous savez, il a fait ses études supérieures à l'Institut d'études théâtrales Paris 3, Sorbonne, Nouvelle-France, avec une licence option enseignement. Ça fait un. Il a fait un stage au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris et à l'Institut de la marionnette à Charleville. Quand j'ai consulté un peu, ce sont des villes, n'y va pas qui veut. Vous voyez? Et autre chose, il a le certificat d'aptitude théâtrale professionnelle, option formation de l'acteur et pédagogie. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il me semble que quelqu'un l'a dit, Gilles Dadi l'a dit tout à l'heure, il a certainement l'expérience, mais il a aussi fait une école. Il a appris son métier, il s'est forgé dans le temps. Et l'expérience aidant, ça a donné ce que nous sommes en train de constater et de saluer ce matin. Très bien. Gildas Lantopodé, vous avez mis tout à l'heure l'accent sur son expérience, son savoir-faire. Avez-vous l'impression qu'à l'instar de lui, tous ceux qui rentrent dans le monde culturel, dans le monde artistique, se font former pour pouvoir maîtriser ce qu'ils veulent faire? Vous savez, souvent, ou très souvent dans les interviews, vous entendez je suis né avec l'art ou bien c'est l'art qui m'a choisi. Vous pouvez avoir un talent, et quelque chose peut être inné en vous, mais c'est à vous de le développer, c'est à vous de cultiver ce talent en vous, et ceci passe par la formation. Lorsque vous entrez dans un secteur, vous vous faites former peut-être sur le tas, il est important qu'à un moment donné, vous décidez de passer au professionnalisme, et ce professionnalisme, ça passe par la formation. Et je pense que Kofi Gaou, c'est un exemple palpable pour dire à la jeunesse d'aujourd'hui qu'on commence par apprécier, ne serait-ce sur l'étoile, sur les écrans de télévision ou à la radio, de savoir que la vie ne s'arrête pas là en réalité. Il faut aller se faire former et c'est ça qui vous met sur le marché international. Kofi Gaou, quand vous allez par exemple sur le site de RFI, vous allez voir des articles sur Kofi Gaou. Kofi Gaou est connu du monde théâtral africain et dans le monde entier. Il a une certaine place. Donc des artistes de valeur comme ça qui nous quittent, je pense quand même qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui de nous poser la question de savoir qu'est-ce que le pays lui a donné en retour. Ça, c'est un grand point d'interrogation.
Et cette interrogation, je pense quand même que c'est le moment de travailler là-dessus afin que le bilan ne soit plus ce que nous vivons aujourd'hui, sur quoi nous assistons. Parce que c'est dommage de savoir que des artistes de ce rang ne sont pas célébrés de leur vivant. Et ne serait-ce quelques petites médailles, je pense que la vie ne s'arrête pas là, aux médailles, la vie ne s'arrête pas aux questions liées à la décoration. Mais il faut leur donner une place de choix sous d'autres cieux. Vous voyez, des artistes qui se sont sacrifiés, qui se sont échinés, qui ont donné un nom à leur pays parce que ce sont des ambassadeurs. Chaque fois, quand ces artistes prennent l'avion, se retrouvent face à un autre public, c'est le Bénin qui gagne. Ils voyagent sous le drapeau. C'est notre identité que ces artistes vendent en réalité. Donc c'est dommage de savoir que non seulement la mort les fauche, mais de savoir que la nation ne leur a pas tendu la main en retour. Anissé Adanzouno, pensez-vous également que la nation n'a pas tendu la main à l'illustre disparu? Oui, je confirme tout ce qu'il a dit, la nation ne l'a pas tendu la main. Mais je dis mais toujours, mais parce que pour moi la nation n'est pas que la politique, la nation n'est pas que les dirigeants. La nation c'est aussi nous, peuple qui sommes qui composons cette nation. En 72 ans, c'est tout à fait logique des fois, en 72 ans, qu'un parent peut partir. C'est logique. Pour moi, je ne trouve pas de drame par rapport à son départ en matière de mort. Mais mon problème, c'est le fait que ceux qui sont des dirigeants, qui doivent orienter l'État, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est notre référence en matière d'industrie culturelle. Qu'est-ce que Houphouët-Boigny a fait? À un moment donné, Houphouët-Boigny a demandé aux spécialistes du pays de venir l'accompagner. Comment? Il les a laissé la main. La décision culturelle n'était plus aux hommes politiques 100%. C'était aux acteurs, ceux qui sont vraiment de la chose. Tu vois, c'est ce qui a manqué, par exemple, quand je parle de la main n'a pas été tendue. Parce que Kofi Gaou n'est pas ce monsieur à qui on revient quand on a échoué. Non, ça ne devait pas être ça. Kofi Gaou devait être la personne qu'on devait solliciter pour dire, ça là, on devait avoir quelle orientation. Si on était dans ce sens-là, je crois que nous serons déjà à un niveau donné. Ce n'est pas que le théâtre seul, même au niveau de la musique, au niveau de la plastique, au niveau voilà, d'autres cinéma, au cinéma, parce que quand on parle d'un comédien, voilà, le cinéma, déjà, l'industrie, c'est ça. Donc c'est lorsque vous ne laissez pas la place à ce dernier, avec la compétence qu'il a, de décider, de dire, bon, nous, si nous donnons telle orientation, telle formation que nous avons donnée à tes enfants, ça pouvait bénéficier de telle manière. Oui, mais justement, on va tout à l'heure revenir un peu amplement sur ce que l'État fait à ses enfants, surtout dans le monde culturel. Mais tout à l'heure, la question que je faisais, c'était de savoir si les acteurs culturels eux-mêmes font l'effort de se professionnaliser, de se faire un nom. Exactement. Actuellement au Bénin, il faut reconnaître que nous n'avons pas eu tôt les écoles d'art. Même si SOS a commencé quelque chose. Tel qu'il le disait tout à l'heure, si quelqu'un dit, moi je suis né avec l'art, est-ce qu'on s'arrête là? Non, pas du tout. Moi je suis né avec, je fais avec. J'ai pas envie de répéter ce qu'il a dit. J'ai dit en dehors de ce qu'il a dit, c'est au-delà de ce qu'il a dit. Par exemple, lorsque vous avez le don seul ne permet pas de traverser la frontière. Il peut avoir des champions, il peut avoir des exceptions. Il y a certaines personnes, le don avec l'œuvre, ça prend bam. Et du coup, vous êtes au sommet. Ça arrive. Mais d'une manière professionnelle, le don seul ne suffit pas. En dehors du don, tu dois te faire former. Maintenant, au niveau de la formation, il y a plusieurs formations. Il y a la formation auprès d'un aîné. Par exemple, quelqu'un qui va à l'école de Kofi Gaou peut ne pas aller à l'école s'inscrire et avoir Kofi Gaou comme professeur. Parce que Kofi Gaou a un atelier et il forme les gens. Vous comprenez? C'est déjà une formation. C'est une formation, tu vois. On ne dit pas forcément que quand vous devez vous former, vous devez forcément aller à telle école. Non, non, pas forcément. Mais c'est nécessaire, très nécessaire, quand vous êtes sur une profession, de vous rapprocher de votre aîné ou de vous rapprocher d'une école pour perfectionnaliser, pour orienter, pour que votre carte de guise puisse avoir assez de composants pour défendre votre œuvre. Vous comprenez? Oui. Exactement. Maintenant, ici, on a tout. Quand il dit tout, on a tous les mots nécessaires qui minent. Parce que non seulement l'individu, il a le talent, mais il n'a pas la carte grise nécessaire pour défendre ce qu'il fait. Donc, normalement, le système, si ça fonctionnait, il devait engager quelqu'un qui s'y connaît pour défendre ce qu'il fait.
D'accord. Est-ce que Gildas l'entend parler, ces différents cas-là existent vraiment où des gens, enfin, les acteurs culturels qui devraient prendre le relais puisque nous perdons les expérimentés, les baobabs, Stantoron s'en est allé, Sabou Randanelou est encore là, par exemple, parmi nous. Est-ce que les jeunes qui doivent prendre la relève savent qu'ils ont un grand défi à relever pour se faire former et se faire un nom tel ces baobabs-là? Est-ce qu'ils le font? Je pense que la jeunesse a du pain sur la planche. Oui. Et Kofi Gaou, puisque c'est de lui que nous parlons, Kofi Gaou a compris très tôt. Vous savez, il a un projet où il fait le tour des écoles, où il va déjà former les écoliers à la base. Parce que moi, je l'avais dit depuis de longues années, et je voudrais saluer la dextérité du ministre de la Culture qui a initié les classes culturelles, même si ça peine à prendre en réalité. Parce que quand vous voyez aujourd'hui nos enfants, quelle lecture nos enfants peuvent faire d'un tableau d'art, par exemple? Ça ne leur dit rien. Vous voyez un peu. Est-ce que quand vous voyez nos enfants, un monsieur habillé en costume, l'autre habillé en tissu, pour l'enfant, c'est le mieux habillé, c'est celui qui est en costume. Et pour lui, peut-être, l'autre est un rayon. Donc, il faut déjà apprendre une forme de lecture, une forme qui permet aux enfants non seulement d'aimer leur culture, mais de pouvoir s'identifier véritablement à travers cette culture. Donc les classes culturelles, je pense que c'est une initiative qui est bienvenue, mais il fallait des gens comme Kofi Gaou, des gens pétris de talent, des gens qui constituent debout toute une école pour aller à la formation, pour amener nos jeunes à la formation, pour prendre la main de ces jeunes. Parce que culturellement, je puis vous dire en toute sincérité que de jour en jour, notre peuple est mal éduqué, culturellement. Très bien. Et c'est là l'intérêt de la question. Stanislas Benoukou-Amoa, quel regard portez-vous sur cette situation aussi? Oui, vous savez, vous avez demandé tout à l'heure qu'est-ce que la jeunesse culturelle est en train de faire pour se former véritablement. Je dirais qu'il y a plusieurs types de formations. Il y a cette jeunesse-là qui se forme en autodidactie. Vous voyez, ils suivent les grands humoristes à la télévision et ils essayent un peu de faire comme eux. Il y a aussi qu'à l'université, il y a un fleuron là-bas, à l'ensemble artistique et culturel des étudiants aussi. Ils font pas mal de travail, sauf que ce n'est pas affiné. À mon avis, ce n'est pas encore affiné. C'est du brut. Ceux qui passent par l'université, par exemple, estiment qu'ils sont déjà arrivés et qu'ils n'ont plus rien à apprendre des ténors qui sont sur la place. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que la jeunesse montante puisse avoir l'humilité qu'il faut pour toujours continuer par apprendre auprès des aînés, auprès de ces aînés-là. Vous savez, j'ai eu des échanges avec Nel Oliver qui, sur la question, m'a confié que il y a une partie de la jeunesse qui ne veut pas du tout écouter les aînés. Quand on leur fait des remarques, des reproches sur un son qu'il veut sortir, par exemple, il se dit non. Nel Oliver, non, tu es une star, moi aussi je suis une star. Vous voyez? Parce que justement, les réseaux sociaux ont fait en sorte que le monsieur a sorti un tube qui a marché pendant peut-être 3 à 6 mois et il se dit déjà qu'il est au niveau de Nel Oliver, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc la jeunesse doit apprendre aux côtés des aînés, continuer par travailler dans l'humilité et le courage, c'est important. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que il y a ce facteur-là qui fait que au sein même des acteurs culturels, et là je vais jeter un pavé dans la mare. Vous savez, sous l'ancien régime, il y a eu ce qu'on a appelé le fonds d'aide à la culture. Je vois là où vous allez venir. On va consacrer tout à l'heure une partie à ça. D'accord. Ben, oui, justement. Parlant justement de ces jeunes, lorsqu'on a réussi à se faire former et qu'on réussit à avoir un nom, et qu'on est acteur culturel, comment est-ce qu'on gère sa carrière au Bénin? Parce que généralement on entend, oui, tel artiste est malade, personne ne l'a assisté. Et parfois on entend aussi d'autres voix discordantes qui disent, mais ce sont des travailleurs comme tout le monde. Pourquoi on n'assiste pas un médecin qui est malade? Pourquoi n'assiste-t-on pas un agriculteur qui est malade? Comment est-ce que les artistes gèrent leur vie car à l'arrivée, on ne se plaigne pas forcément de leurs conditions de décès, Gildas? Je pense qu'une carrière, c'est en même temps une entreprise. Un artiste, c'est un produit. Et quand vous avez un produit devant vous, c'est toute une stratégie pour pouvoir vendre votre produit, pour lui donner
une image. Donc l'artiste, d'abord, la première chose que l'artiste doit vendre, c'est son image. Donc pour vendre cette image, il faut s'entourer d'un staff, un staff technique, un staff managérial qui s'occupe de la gestion de la carrière de l'artiste. Et tout ça doit être peaufiné. Je voudrais saluer également la participation de l'illustre disparu, Kofi Gaou, au décret du 2 avril 2011, le statut de l'artiste, 35 articles au total qui définissent très clairement la gestion d'un artiste, les différentes catégories d'artistes. Donc il faut passer à l'application de ce statut en réalité pour qu'on sache qui est qui. Vous avez parlé de maladie, vous avez parlé, ce statut prévoit tout en réalité, l'allègement fiscal, le droit à la retraite des artistes et tout. C'est tellement de choses que contient ce statut de l'artiste en réalité. Qui est artiste en République du Bénin? Il faut qu'on arrive à répondre à cette question. Tant qu'on ne va pas pouvoir répondre à cette question, on peut mettre des milliards et des milliards à la disposition de la culture. Ça va toujours bugger. Quand vous prenez par exemple le doyen Saboran Danialou, quand vous prenez un jeune qui vient de démarrer la musique et on vous dit par exemple que les deux déposent leur dossier au fond des aides à la culture, au fond d'aide à la culture entre-temps, et le jeune, il perçoit des millions. Saboran Danialou, son projet qui est là, qui bug, je parle en connaissance de cause en réalité. Et c'est dommage quand les choses sont comme ça, parce que le statut de l'artiste prévoit la maison de l'artiste, et cette maison de l'artiste, dans cette maison de l'artiste, un artiste est censé s'identifier et est censé déposer ses œuvres. Vous comprenez un peu le tout des droits d'auteur. Des droits d'auteur et tout. En fait, ça crée la classification déjà. Et c'est en fonction des œuvres qu'on peut dire, ben voilà, telle personne est artiste de telle catégorie, tel est artiste de tel niveau. Mais aujourd'hui, tout est opaque. Quelqu'un qui démarre la musique il y a 2 semaines, se donne le même titre que celui qui s'échine depuis de longues années et qui a un titre, qui a un nom, qui a de l'expérience. Vous voyez, donc je pense que fondamentalement pour booster la chose culturelle au Bénin, il faut qu'on aille à l'application de ce statut de l'artiste. Le réel problème est là. Le réel problème est là. Sur la question de la carrière, justement, vous savez, nous avons eu pendant longtemps dans notre pays un problème d'application des tests. On ne peut pas comprendre qui est le statut de l'artiste et que son application souffre. Et vous voyez que tous les artistes qui sont décédés dans des conditions connues ou pas connues, ce sont souvent les réseaux sociaux qui nous ont annoncé soit leur maladie ou leur mort. Alors que cela ne devrait pas être le cas. Vous savez qu'au sein des acteurs culturels eux-mêmes, mis à part les animateurs culturels que nous sommes, il n'y a que justement les acteurs, les comédiens, les humoristes, les chanteurs. Ils ont plusieurs fêtières en matière d'organisation culturelle. Et je me suis posé la question plusieurs fois de savoir, mais toutes ces associations culturelles, associations de tel musicien, tel groupe de managers, tel groupe d'artistes, tout ça là, ça sert à quoi si ce n'est pas véritablement de penser d'abord à eux-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien beau de s'asseoir sur un plateau et de dire que le gouvernement ne nous a pas accompagnés, d'accord. Mais vous-même, en votre sein, qu'est-ce que vous faites pour mieux vous organiser et dire au gouvernement, ah, nous sommes organisés, venez nous accompagner. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que ça ira dans tous les sens et que chacun va vouloir tirer le drap de son côté pour avoir les millions dans sa poche, à lui seul, le problème va toujours demeurer. Très bien. Anissé Adanzounon, il a déjà posé la question dans son intervention. En tant qu'artiste comédien, qu'est-ce que vous faites pour gérer votre carrière? Écoutez, je sais pas, je serais un peu, je sais pas, de l'autre côté, c'est-à-dire un peu contraire par rapport à je vais soutenir un peu ce que mon frère Gilles Lantokpoli a dit. C'est un animateur que j'apprécie, il est tout le temps avec nous, il est aussi proche de Saboran. Oui. Laisse-moi faire un peu son éloge. C'est juste pour lui faire comprendre que moi je suis un artiste, comédien, humoriste, metteur en scène béninois. Oui. D'accord? Et je ne vous en veux pas quand vous avez quelques réflexions. Je parle des animateurs culturels. Il y a de ces animateurs culturels qui ne se rapprochent pas véritablement de la marmite, mais qui s'inspirent de d'autres animateurs qui sont proches de la marmite et qui parlent. Il y a des animateurs culturels qui suivent peut-être Gilles Dadi par rapport à sa chronique et tirent des conclusions et fait sa conclusion à lui.
Parce que quand vous êtes proche de la marmite, quand vous êtes là, vous allez nous aider à découvrir le contenu. Exactement. Comment est-ce que vous faites pour avoir une carrière digne, pour qu'à l'arrivée, vous n'attendiez pas forcément l'aide de l'État? Exactement. Ce n'est pas... Alors qu'en spectacle, personne ne vous réclame vos sous, par exemple. Exactement. Ce n'est pas à nous de faire. C'est l'industrie culturelle. C'est-à-dire que quand on dit que tu es un artiste c'est un produit. C'est-à-dire quand on dit un artiste, ce n'est pas le corps. L'œuvre que vous sortez est un produit. Oui. C'est comme si je fabrique... quand je prends le cas de médecin, par exemple. Médecin, tu vas à l'école, tu deviens médecin. Oui. Et tu exerces la médecine. Mais ici, nous sommes un produit. Et avant que le produit n'ait... comment on appelle la stamania, comme vous le constatez, c'est l'industrie culturelle qui doit fonctionner. Et quand on parle de l'industrie culturelle, il y a le producteur, il y a le distributeur, il y a le manager, il y a etc., il y a tout ça qui fonctionne. Oui. Maintenant, lorsque vous êtes un artiste, vous vous retrouvez dans un environnement ambigrif, parce qu'il faut reconnaître l'époque à laquelle la chose a chuté. Parce que avant 80, avant 90, c'était pas comme ça. C'était pas trop comme ça, comme ce que nous... C'était pas criard. Parce que les polyrythmos, les supersoniques, enfin les groupes, les pick-up bands, oui. Il y avait des difficultés parce que les gens se cherchaient, mais ça veut dire quoi là? Vous comprenez? Mais après 90, où ils ont fini de créer les ministères avant de penser, parce qu'il y avait eu les Kofi Gaou, les cerveaux noirs, les membres du cerveau noir qui sont revenus, ils se sont dit, mais attends, nous avons eu des compatriotes qui ont eu des bourses qui sont partis se faire former en culture. Mais il faudrait qu'on crée un compartiment, département culture, quoi, ministère de la culture. Maintenant, quand ils ont fini de créer, maintenant ils se sont dit, mais qui sont ceux-là qui vont rester au ministère? Donc, les artistes qui sont partis se faire former en Europe, au lieu d'être sur le terrain, pour orienter les choses, eux tous se sont retrouvés au bureau. C'est ce qui a fait chuter la chose. Après leur formation. Après leur formation, la seule personne qui a refusé d'aller, c'est Kofi Gaou. Il dit, moi, je ne me suis pas fait former en Europe pour venir être dans un bureau. Je dois être sur le terrain et exercer. Mais tous ceux qui se sont fait former en France, en ceci, en cela, et qui étaient présents dans le pays, on les a mis dans les bureaux. Mais dans les bureaux, on ne forme pas. Dans les bureaux, on est bureautique. Dans les bureaux, c'est les papiers. Tu dois parler d'abord politique avant de parler de ce que tu exerces. Ce qui a fait que les peu qui ont commencé l'entreprise, l'industrie culturelle au Bénin, on ne les a pas aussi accompagnés et ils n'ont pas eu la tâche facile. Puisque le peuple n'était pas habitué aussi à investir, puisque on ne produit pas pour devenir mouton, on produit pour acheter mouton. Donc aujourd'hui, vous produisez, mais c'est pour devenir mouton. Mais quand vous produisez, vous devenez mouton. Vous allez mourir pauvre. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que nous avons enregistré, par exemple, des questions comme la piraterie ou encore la piraterie, surtout l'exception ici au Bénin, au 229, la piraterie, c'était plus les étrangers qui venaient nous pirater. C'était nous-mêmes. C'était nous-mêmes, puisque les professionnels, ceux qui sont devenus professionnels, il faut reconnaître qu'au 229, c'est facile de dire qu'on n'a pas géré, on n'a pas ceci. Au 229, lorsque vous devenez professionnel, on ne vous sollicite plus. Par conséquent, les professionnels se rebellent et rentrent dans la piraterie. C'est-à-dire et les amateurs maintenant prennent la place du professionnel. Moi, je vais vous raconter une histoire de Renou, par exemple. Tu vois, oui, si l'histoire n'est pas longue. Non, elle n'est pas longue. Mais je vous dis qu'il a fait sortir son album. Il fait sortir son album. Il a constaté que la piraterie était mieux masterisée que ce que lui-même il a fait. Il était obligé de récupérer tout la piraterie. Il était parti récupérer ces œuvres-là. Et parce que ça se passait à You. Mais ce n'était pas les Nigériens, c'était les Béninois qui savent faire la chose. Mais comme, quand il dit l'industrie ne fonctionnait pas, ils ont préféré être dans l'informel et faire leur piraterie que d'être formel pour nous aider. Et il a récupéré, et c'est ça qu'il est parti timbrer. Pour pouvoir vendre, par exemple. Voilà un exemple. Est-ce à dire que les problèmes que les acteurs culturels eux-mêmes vivent pour ne pas vraiment bénéficier de leur carrière viennent des acteurs culturels eux-mêmes? Pas forcément. Pas forcément. Mais d'une part. Ça vient... Oh non, pas forcément. Quand je dis pas forcément, c'est-à-dire tu peux avoir l'esprit de constructeur de tout ce que tu veux, mais quand tu es entouré... Oui. Et de certaines personnes qui n'ont pas la même vision que toi, qui ont autre chose, des gens qui ont d'autres carrières et qui se sont attribués le titre de acteur culturel, parce que pour moi, acteur culturel ne veut rien dire, donc qui se sont attribués le titre de acteur culturel et qui s'entourent de toi, c'est tout à fait logique que ils ne vont pas penser à l'émergence. Ils vont passer à t'immerger. C'est ça le problème ici. Donc du coup, moi, je reviens juste sur un petit truc de la gestion de carrière parce qu'il a fait sortir rapidement. Oui. Vous savez, on a un problème de marché.
avant de parler de gestion, il faut d'abord avoir un marché. Oui. On a un problème de marché. Quel est ce problème? Voilà. Vous savez, un comédien, quand il finit de produire, il doit avoir du public. Et quand vous n'avez pas de public et que c'est à des chaises que vous allez jouer, vous n'êtes plus comédien, vous n'êtes plus actif, puisque si vous n'avez pas de public pour faire rentrer l'argent que vous avez investi dans la production, vous n'êtes rien. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le public aussi est exigeant, Gildas l'entend pas dire. Est-ce que le public béninois n'est pas très exigeant? Et si il sait que tel artiste ne vaut pas la peine, ne fait pas le déplacement? Je pense qu'on a abordé deux aspects quand on a démarré ce débat. L'éducation de la population. Très bien. Et la question de la formation. Oui. Vous voyez, qu'est-ce que notre population écoute aujourd'hui? Qu'est-ce que notre population suit aujourd'hui? Quels sont les artistes qui marchent aujourd'hui en République du Bénin? Je puis vous dire que c'est dommage en réalité. Quels sont les artistes qui sont accompagnés même au plus haut niveau? Vous comprenez? Donc, le peuple ne sait plus où se mettre, où le peuple n'a plus la notion de la qualité, de l'authenticité. Et c'est bien dommage. Vous voyez, le théâtre aujourd'hui, il y a des acteurs qui travaillent dans le théâtre, des professionnels qui travaillent dans le théâtre. Mais quand vous voyez les affiches de théâtre, allez regarder dans les salles. Les salles sont vides pratiquement. Vous voyez, quand on prend la lecture, quand vous prenez la lecture, combien de nos écoliers, de nos élèves sont encore attachés à la question de la lecture? Il y a autant de choses, parce que quand vous parlez de théâtre, il y a la littérature en même temps là. Vous voyez, donc c'est autant de choses qui dévalorisent la culture au Bénin. Et pour corriger ça, c'est déjà bien l'initiative des classes culturelles, la gestion de la pépinière, vous voyez. Donc, en même temps, il faut, vous avez posé une question également pertinente, est-ce que ce n'est pas la faute des artistes eux-mêmes? Je pense que quelque part, oui, et en grande partie, oui. Pourquoi en grande partie, oui? Quand on a parlé des milliards culturels, on sait ce que les gens ont eu à faire dans ce pays. Les artistes ont eu à faire de ces milliards culturels. Vous voyez, de fausses organisations, de fausses associations pour aller brader des millions et tout. Et quand vous voyez un artiste en même temps qui commence par avoir du succès dans sa carrière, qu'est-ce que l'artiste commence par faire? On change de façon drastique de train de vie. Vous voyez, d'investir dans sa carrière, dans son métier. Dans sa carrière, on change de train de vie. Vous allez voir en même temps, c'est une voiture, une deuxième voiture, on va louer un grand appartement. Et tout, c'est vrai qu'il faut gérer son image. Mais il faut que ça reste dans les normes. L'artiste ne marche pas à plein temps. Il y a des périodes de vaches maigres qu'il faut pouvoir prévoir. Donc, il y a les questions, vous voyez, quand aujourd'hui tout le monde lance son festival, il y a des débats, des thèmes qu'on choisit, mais on ne choisit souvent pas le thème de l'assurance des artistes. C'est dommage quand ça passe sur les réseaux sociaux et tel artiste est malade, n'a pas de moyens. Moi, je trouve que c'est pas bien pour l'image de notre pays de façon générale. Ça, c'est pas forcément à l'autorité que revient cette responsabilité. Ça dépend de l'artiste lui-même. Qu'est-ce que l'artiste a fait de sa carrière? Regardez, par exemple, les Stantoran, les Nel Oliver, Sabouran Danielou. Ils sont dans une dynamique où ils sont chez eux. Hein, vous voyez, ils ne se plaignent pas parce qu'ils ont su se donner une retraite. Vous voyez, aujourd'hui, c'est des gens qui sont encore actifs dans le secteur, sauf Stantoran, paix à son âme. C'est des gens qui réfléchissent autrement, autre que cette jeunesse qui est dans le starisme, à cause des réseaux sociaux, vous l'avez dit, parce qu'on dit, je fais tel nombre de vues sur YouTube, c'est mon image qui passe un peu partout, on commence par se la jouer, la star. Il faut de l'humilité, il faut de la patience, il faut du travail, et il faut se donner soi-même une certaine rigueur pour pouvoir faire une bonne carrière. Justement, parlant de la gestion du trimilliard culturel, ou même du milliard culturel initié par le régime précédent, Stanislas Benukwa moi a posé la question justement à Nel Oliver, il l'a dit tout à l'heure, et nous allons le suivre, puisqu'il fait partie donc de ces grands noms que nous avons cités de bout en bout tout au long de ces échanges. On va le suivre un peu sur la question de la gestion de ces fonds-là que l'État met à la disposition de ces acteurs culturels, et on reviendra ensuite pour poursuivre les réflexions. Il faut commencer par identifier les vrais acteurs du secteur.
Ce sont ces vrais acteurs que vous allez sensibiliser sur la gestion des moyens que vous mettez au service de ce secteur-là. OK? Et que les personnes même qui gèrent et qui dirigent même ces structures-là, doivent être des personnes, je dis, de très bonne foi. Pas des personnes qui sont là pour magouiller, pour se servir. OK? Et c'est là où il y a le problème, parce que si vous n'êtes pas réellement du secteur, vous n'avez pas des ambitions pour promouvoir ce secteur-là, vous allez composer avec des individus malveillants qui vont venir se dire, moi je suis artiste, ok, chacun gueule, chacun parle et dit qu'il est artiste, et finalement vous écoutez cela. Il n'y a pas besoin de chercher pour voir un artiste comme ça, Boran Danielou, qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a pas besoin de chercher loin pour voir Nel Oliver, qu'est-ce qu'il fait. Ton Stan, on a milité, on a fait des choses ensemble, ok, mais je sais qu'il était très mal dans sa peau parce que il subissait aussi certains revers donc de cette gestion un peu floue et opaque. Je dis, les acteurs du secteur, nous les connaissons. C'est eux qui savent exactement les maux dont ils souffrent. C'est à eux de dire que nous voulons que ces moyens que l'État met à notre disposition soient gérés de telle et telle manière. Regardez toutes les personnes qui déposent des dossiers pour des festivals, des machins et tout ça, et voyez comment ça fonctionne. Les gens prennent de l'argent, ils vont aller fabriquer quelque chose, ils fournissent quelques preuves, et le tour est joué. Stanislas Amoa, comment est-ce qu'on peut expliquer la mauvaise gestion de ces fonds? Bien évidemment, on a constaté la bonne foi, la bonne volonté du gouvernement. Justement, vous savez, j'avais commencé déjà par le dire tout à l'heure. À un moment donné, les acteurs culturels eux-mêmes n'ont pas été sérieux envers eux-mêmes. On ne peut pas comprendre qu'on puisse mettre à votre disposition une cagnotte et que vous la partagez comme si c'était une recette familiale. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous réclamez sur tous les toits que le gouvernement, aidez-nous, aidez-nous, et qu'on mette ne serait-ce que 5 francs à votre disposition, essayez déjà de mieux gérer ces 5 francs-là et attendez la suite. Mais il y a des associations fantaisistes, ça va dans toutes les poches. Les gens, dans le temps, ont multiplié leur maîtresse parce que justement, ils ont eu beaucoup d'argent. Et je crois que c'est quelque chose à bannir véritablement. Et je disais tout à l'heure que au sein des acteurs culturels, puisque le concept d'acteur culturel existe et a un bon contenu, j'insiste sur ça, au sein des acteurs eux-mêmes, il y a plusieurs associations. Et quand il parle tout à l'heure de l'industrie culturelle est animée par des personnes. Ce n'est pas des pierres qui animent l'industrie culturelle. Et dans toute cette chaîne de la culture, quand vous prenez les managers, les producteurs, les distributeurs, etc., tous ceux-là sont dans des regroupements, des associations d'acteurs culturels, etc. Mais pourquoi au niveau de vos assemblées générales, pourquoi au niveau de vos réunions hebdomadaires ou mensuelles, ou bien il y a même des associations qui n'existent que de nom, ça encore c'est un autre débat. Mais pourquoi au niveau de vos échanges, vous ne pensez pas à mieux gérer votre carrière, à discuter de ce que vous deviendrez quand vous ne serez plus à la page? Parce qu'un artiste, ça ne dure pas forcément dans le temps. C'est comparable à une carrière de footballeur, il suffit d'avoir un claquage et puis c'est terminé, la carrière est bousillée. Donc, quand l'artiste n'aura plus le buzz du moment, qu'est-ce qu'il va faire pour se gérer? C'est bien beau de signer des cachets de 2 millions, 5 millions, de descendre les week-ends dans une boîte de nuit, de tout distribuer avec les filles et lancer, et puis revenir à la maison. Vous insistez sur la taille. Pourquoi cette précision? Bon, je ne sais pas. C'est tout témoignage, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et puis revenir à la maison, justement, et pleurer pour dire que oui, je n'ai rien, l'État ne m'aide pas. Non. Quand vous avez un cachet de 2 millions, mettez peut-être 500 000 de côté, dépensez 1,5 million pour votre carrière. C'est de ça, c'est comme ça qu'on se construit. Parce qu'au Bénin, on n'a pas encore tout le mécanisme nécessaire pour accompagner les artistes. Maintenant, j'estime que quand les artistes tombent malades, il faut les accompagner, mais eux-mêmes, déjà au niveau de leur cachet, doivent pouvoir déjà faire ce qu'on appelle l'économie. Ils doivent épargner,
faire voilà, un geste d'épargne pour que les instants de maladie et de décès ne les surprennent pas. C'est des choses qui ne préviennent pas, mais qui finissent par arriver. Et c'est sale, c'est salissant de voir des images d'artistes sur les réseaux sociaux. On montre quelqu'un avec une canne, quelqu'un couché sur un lit par exemple, il a besoin de soutien. C'est vraiment affreux de voir ces images-là. Il faut que ça s'arrête. Et il faut que les artistes eux-mêmes, tout genre, hein, musiciens, peintres, plasticiens, puissent se reprendre au sérieux. C'est important. Très bien. Oui, Anissa Danzouno, comment expliquer que pendant des années, le fonds d'aide à la culture, qui avait été pensé par l'exécutif, certainement pour aider les acteurs culturels, les artistes, à pousser un ouf de soulagement en matière de financement ou de finances, comment expliquer que ceux qui sont commis pour justement gérer ce fonds-là ont mal géré, pour qu'on en arrive au fond qu'on a eu avant que ce gouvernement maintenant n'entreprenne réformer ce fonds-là? Bon, et sur le dossier du fonds d'aide, il faut reconnaître, je salue d'abord l'initiative du chef de l'État, la rupture qui essaie quand même d'orienter les choses. Mais c'est pour vous dire que c'est l'avènement de Yahi Boni que beaucoup ont pensé que c'est maintenant qu'il y a eu fonds d'aide à la culture. Sinon, c'est la charte culturelle qui a prévu 1% du budget national pour accompagner les artistes. Ce n'est pas l'exécutif. Ça fait partie de la Constitution. Oui. Donc, du coup, on est libre de respecter la loi. Non, la Constitution, la politique n'a pas le choix. Il doit respecter. Aujourd'hui, maintenant, le président parle au nom de la Constitution. Donc, la charte culturelle, c'est la Constitution. Oui, donc, très moi, bien. Et l'installation. D'abord, attendez. Vous utilisez des termes qu'il faut qu'on puisse bien expliquer aux téléspectateurs. Oui, la charte culturelle. La Constitution du Bénin a prévu la charte culturelle. On est d'accord. Voilà. Maintenant, la charte culturelle a certainement prévu ce fonds-là. Oui. Et je disais, ça, ce n'est pas pour vous contredire, mais lorsque le gouvernement est là, il peut prétendre ne pas avoir les moyens et ne pas créer le fonds. Si ça a été créé, comment vous expliquez le fait que ce soit mal géré? C'est toute la question. Ok. Oui. C'est tout à l'heure, tu vois, il a pris une partie, je suis entièrement d'accord. Tu vois, quand vous côtoyez des artistes qui ne sont pas entre griffes, puisque ce n'est pas parce que vous êtes artiste que vous avez oublié l'éducation qu'on vous a donnée. Parce que quand on était petit, on nous a appris comment économiser. Quand on était petit, on nous a appris quand tu prends 75 francs, 25 francs, il faut bouffer 15 francs et laisser 10 francs. Donc c'est parce que tu es devenu artiste que tu dois oublier l'éducation là. Maintenant, le fonds qui a été créé. Oui. Le fonds a été créé avec l'apport des acteurs, des artistes. Oui. Des artistes praticiens, tout mélangés, y compris Kofi Gao. Mais il s'est fait que on a été victime de ces administrés, c'est-à-dire les politiques qui sont nommés pour gérer. C'est-à-dire, l'attribution de 3 milliards, là, c'est sur papier. 3 milliards n'a pas été véritablement attribué aux artistes. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Ok, il y a un budget national que, voilà, il y a les acteurs qui doivent avoir un budget. Ok, c'est 7 milliards. C'est dit, c'est applaudi. Les artistes ont eu de 7 milliards. Mais par contre, il faut oublier que c'est pas l'artiste qui on lui verse les 7 milliards comme ça. Non. Il y a le fonctionnement de la maison. Il y a un pourcentage avant qui était destiné au ministre directement parce qu'on se dit que ce ministre qui a été nommé n'a pas besoin de l'autorisation du directeur avant d'aider ses amis artistes. Tout ça, c'était avant. Mais non, oui, mais même aujourd'hui, ça a changé. Mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. C'est-à-dire, osons quand même dire ça. Donc, en réalité, aujourd'hui, maintenant, c'est mieux. C'est mieux parce que, oui, parce qu'on a réduit ça parce qu'aujourd'hui, le directeur qui est là, un artiste, il est de la corporation. Très bien. Mais là, Olivier a dit un truc que moi, j'aimerais revenir sur ça. Tu vois, le problème dont souffrent les artistes, c'est l'entourage de ces décideurs. Le directeur qui est le directeur du FAC est un artiste, mais il est entouré de certaines personnes qui ne sont pas véritablement des artistes. C'est des commerçants, du milieu, mais qui décident à notre place. Par contre, lorsque un homme objectif, comme Léo Oliver, vient déposer un dossier, lorsque un homme objectif, comme Kofi Gao, qui a quelque chose pour la jeunesse à venir, dépose un dossier, lorsque un homme objectif comme Sagora Danielou, qui est en train de crier pour une formation, pour son école à Tongwen, vient déposer un dossier, et que celui qui est là, qui devait conseiller le directeur, ne voit pas l'utilité. C'est à lui il ne voit pas l'utilité. Pour lui, un artiste, ce n'est pas aller construire école
Pour lui, un artiste, ce n'est pas aller donner de l'argent. Non, pour lui, c'est ça. Puisque pour lui, il suffit qu'il écoute 2 ou 3 musiques à Diakoui. Pour lui, artiste, là, il est déjà fini. Pour lui, artiste à Diakoui ne vit plus avec là. Il y a vraiment une, on va dire, difficulté. Il y a des difficultés parce que, oui, au niveau de ce fonds. Et du coup, on nous a compris puisque le temps évolue rapidement. Gilles a dit, cette question-là, est-ce que ce n'est pas vraiment ce qui prouve que le gouvernement du président Patrice Talon, lorsqu'il vient, il dit, le fonds est très mal géré. On va d'abord peut-être tout remettre à plat et repenser la chose. Est-ce que cela ne vaut vraiment pas la peine? Il faut changer la tête et la tête de la tête. Quand les mêmes personnes vont se retrouver dans le même secteur et toujours en face de l'argent, les mêmes chats en face de la viande, ça va continuer. C'est clair, entendons-nous. Nous savons clairement ce qui se passe dans le secteur. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dire autre chose. On a toujours dit qu'il faut de la rigueur dans la gestion de ce fonds. Il faut véritablement de la rigueur. Tant qu'on va déposer de l'argent, tant que le mécanisme ne serait pas clair, il y aura toujours de problèmes. Je vais revenir sur le statut de l'artiste. Un artiste ne peut pas aller se lever et aller prendre l'argent n'importe comment. L'argent est là, mais sur quelle base l'argent est donné? Il y a ce problème qui se pose. Il y avait les IDM, par exemple, instruction directe du ministre, où l'artiste ami du ministre va juste déposer une lettre, le ministre dit, bon, ok, ben voilà. Le ministre l'appelle pour lui devenir octroyer. Vous voyez un peu, il y a tout ça. Quand vous prenez le Bénin, tout le monde s'amuse à dire, nous avons une diversité culturelle, nous sommes riches en culture, nous avons un beau pays. Aujourd'hui, le gouvernement a compris et a décidé de miser sur le tourisme, par exemple. Mais si le Bénin s'identifie véritablement par sa culture, pourquoi ne pas accorder tout un ministère à sa culture? Pourquoi associer le ministère de la Culture à d'autres ministères? Ça s'est passé depuis de longues années. Moi, quand j'analyse ça, je dis, mais il y a un problème qui se pose. Qu'est-ce qu'on peut vendre de mieux au Bénin? Qu'est-ce que nous avons comme richesse? Nous n'avons rien sur notre sous-sol pratiquement. Lorsqu'on a tout perdu, c'est la culture qui reste en réalité. Et nous avons cette culture. Nous l'avons à vendre. Les artistes béninois ont tellement de talent, ont tellement de potentialité et de valeur. Quand vous prenez par exemple les musiciens béninois, il y a quelque chose d'exceptionnel que vous allez constater. Les musiciens béninois peuvent jouer la musique du monde entier. Mais le reste du monde ne peut pas jouer la musique du Bénin. C'est impossible. Donc c'est déjà quelque chose de capital. Et ces valeurs existent dans presque tous les secteurs de la chaîne culturelle. Donc il faut véritablement repenser la chose. Il a dit quelque chose de formidable tout à l'heure, mon vis-à-vis. Il dit, les associations existent, mais ces associations font quoi comme lobbying? Ces associations font quel combat? Chacun essaie de monter un projet pour avoir son financement et tout. Mais le combat est là. On refuse de faire le vrai combat. Et après, on commence par se plaindre. Donc, il y a tellement de choses à corriger dans le système que nous avons du pain sur la planche. Il va falloir organiser véritablement une grande conférence culturelle au Bénin. Une grande conférence culturelle au Bénin et associer que ce soit les acteurs culturels, que ce soit la population, les autorités, pour dire tout simplement la chose culturelle doit être gérée par les acteurs culturels. C'est important, on ne doit pas mélanger politique et culture. C'est fondamental pour la suivi de ce secteur. Stanislas, pour finir, que reste-t-il à faire justement en matière de gestion de carrière de nos artistes, puisque c'est, on va dire, l'épicentre même de notre causerie de ce matin. Que reste-t-il à faire pour que nous ayons des artistes qui font notre fierté et qui sont fiers d'eux-mêmes? Vous savez, on n'a pas dit gestion des carrières des politiques, on a dit la carrière des artistes. Ça veut dire que les premiers concernés, ce sont les artistes eux-mêmes. Et tant qu'ils ne vont pas intégrer cela, ils auront toujours des problèmes au soir de leur vie. Ce n'est pas ce qu'on leur souhaite. Donc, en début de carrière, entourez-vous de bonnes personnes. Faites votre plan. Quand vous avez des cachets, surtout quand vous faites le buzz, quand vous êtes une star bien connue, épargner, c'est fondamental. Il faut pour les artistes épargner, ne pas gaspiller tous leurs fonds et savoir qu'il y a des moments faibles dans la vie, il y a des moments où on n'a pas forcément l'argent pour pouvoir combler ces vides-là. Maintenant, l'État a déjà démarré un travail formidable au niveau du FAC qui est devenu Fonds des Arts et de la Culture, où un travail se fait déjà. Donc, je crois que dans la continuité, progressivement, les mécanismes vont se mettre en place pour davantage assainir le secteur. Merci Stanislas Benoukoua.
Pouamois, vous êtes journaliste culturel, vous êtes ici même à ETL. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous ce matin. Gildas Lantok-Pandé, Gilda dit, vous êtes journaliste culturel, animateur culturel. J'ai dit, vous faites la promotion de tous les acteurs culturels en général. Vous êtes à Canal 3, plus précisément directeur de Canal 3 Mboa. Merci d'avoir été sur ce plateau. Anissa Adanzounon, artiste comédien du nom de Pasteur Zane. Vous avez donc aussi des spectacles. Non, on a fini. On n'avait plus rien à dire. Merci à tous.